quand une entreprise est engagée, le sentiment de solidarité des équipes est 2 fois plus élevé. Entre elles ? Entre elles, Ok. à l'intérieur de À l'entreprise. l'intérieur de l'entreprise. Les collaborateurs d'une entreprise engagée se sentent 2 fois plus solidaires que des entreprises qui ne l'est pas. Et quand il s'agit de situations difficiles, c'est jusqu'à 7 fois et demi plus. D'accord. Ils vont être plus en soutien de leurs collègues. Exactement. Et de l'entreprise. Et de l'entreprise. Donc, assez naturellement, on se dit que de mettre de la fragilité dans l'entreprise, d'aller mettre quelqu'un qui est un peu dans la merde, pardonnez-moi l'expression, pardonnez les oreilles chastes de tes auditeurs, mais pour cette personne qui est un peu dans la merde, de la mettre au sein de l'entreprise, on va resserrer les liens dans l'entreprise. C'est fou. Et ça, c'est statistiquement prouvé maintenant. Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Héros du quotidien, un podcast qui célèbre l'humanité, l'engagement et l'irréductible capacité de chacune et chacun à faire sa part. Pour ce nouvel épisode, j'accueille Pierre-Yves Loaec. Bonjour Pierre-Yves. Salut Nicolas. Merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. Tu es entrepreneur. Oui. Entrepreneur dans l'âme, on va y revenir parce que je crois que tu as commencé à créer ton entreprise il y a longtemps. Oui, il y a 19 ans maintenant. Voilà. Et entrepreneur, tu l'es aussi, et c'est peut-être moins classique dans la vie d'un entrepreneur comme on en connaît dans la vie économique française, puisque tu as aussi entrepris dans le secteur associatif. Il y a quelques années, on va y revenir forcément beaucoup dans cet épisode, puisque tu as créé une association qui s'appelle les Bureaux du Cœur. C'est écrit dessus. Voilà. Et c'est une association qui fédère des entreprises qui ont décidé d'accueillir la nuit une personne en situation de précarité. Pour démarrer ce podcast, on a pris l'habitude d'échanger avec quelqu'un qui connaît bien notre invité. Et donc, en l'occurrence, c'est Gwen. Est-ce qu'elle a bien pu raconter ? Avec qui dont vous partagez la vie depuis une trentaine d'années. Oui, on a calculé récemment que ça faisait 30 ans. Puisque vous êtes connus pendant les études. C'est ça. Donc j'ai pu échanger un peu avec elle. Donc elle m'a raconté effectivement que vous aviez 2 enfants. Et donc voilà, que vous connaissiez depuis un petit moment maintenant. Mais vous travaillez aussi ensemble depuis une quinzaine d'années. Vous entreprenez ensemble, puisque vous êtes associés, du coup. On se met à l'épreuve. Oui, vous cherchez un peu. On cherche les coups. Mais d'après ce que j'ai compris, ça se passe bien. Oui, ça se passe bien. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit. Et donc, vous êtes associé de cette entreprise qui s'appelle Nobilito, faire savoir, rendre fameux en latin. C'est ça. Donc, une entreprise de communication. Donc, qu'est-ce qu'elle m'a dit, Gwen ? Notamment, puisqu'on a évidemment parlé des Bureaux du Cœur. Donc, elle m'a partagé une anecdote que tu m'avais déjà racontée. Je ne sais pas si les 2 versions sont les mêmes. On va concordantes. Vous dîniez en 2018 chez des amis. Ouais. Qui ont la particularité d'avoir hébergé une personne en situation d'exil chez eux. Tout à fait. C'était le cas quand vous avez dîné avec ses amis. Dans le même temps, Gwen me disait que vous étiez perturbé parce qu'il y avait quand même pas mal de misère à Nantes, notamment sur la place du commerce, avec des tentes igloos. Voilà, Oui, c'était une période où effectivement les migrants ont pris beaucoup de place dans l'actualité puisqu'ils se sont installés au cœur de Nantes. Au cœur de Nantes. Parce qu'ils réclamaient un abri. Bon, qu'ils ont fini par obtenir, mais cette séquence était assez difficile. Ouais. Et en rentrant de ce dîner, Gwen, dans la voiture, te dit il faut qu'on fasse pareil. C'est ça. Et toi, tu es moyennement partant, mais tu sens qu'elle va pas lâcher comme ça. Oui, j'avais l'enthousiasme de la sortie du dîner. J'étais plutôt content, j'avais bien mangé, bien bu. Donc j'aurais pu dire oui assez facilement. Mais oui, je ne partageais pas son enthousiasme sur l'idée d'accueillir à la maison. Je trouvais que c'était assez intrusif. J'ai inventé tout un tas de raisons pratico-pratiques. La salle de bain n'est pas au bon endroit, etc. Bref, mais voilà, je ne le sentais pas. Ok. Et tu lui dis, j'ai une autre idée, pourquoi pas nos bureaux ? Gwen me disait qu'en plus, il y avait un problème technique en plus dans vos locaux à l'époque. C'est ça, le chauffage, vous pouvez pas, ça c'était chauffé en permanence. Oui, on chauffait y compris la nuit pour essayer d'étaler la chaleur et avoir chaud la journée. Ouais.
Et du coup, vient l'idée d'accueillir des personnes en situation de précarité dans vos locaux, C'est et ça. plus largement dans les locaux des entreprises, puisque à cette époque-là, tu es président du CJD. Ouais, je suis président du Donc, Centre des CJD jeunes dirigeants de pour Nantes. celles et ceux qui ne connaissent pas, voilà, de Nantes. Donc un réseau d'entrepreneurs, avec d'ailleurs de belles valeurs de solidarité, mais des entrepreneurs avant tout, qui sont là pour partager leurs expertises. Ouais, mais avec un angle très humaniste, puisque la raison d'être du CJD, c'est de mettre l'économie au service de l'homme. Donc, c'est pas n'importe quel réseau d'entrepreneurs quand même. Tout à fait. Et ça prend, alors qu'en plus, il y a le Covid qui arrive. C'est en plus une époque forcément un peu particulière. Et donc Gwen nous dit il s'agit aussi justement de montrer que les entrepreneurs ont du cœur, donc via le CJD, mais aussi évidemment via les bureaux du cœur. Et Gwen donc me disait que elle avait toujours su que tu entreprendrais, puisque vous êtes connus pendant les études. Effectivement, elle me rappelait, tu le disais tout à l'heure, donc en 2007, c'est ça la création de l'entreprise, tu avais 31 ans. Ouais, c'est ça, ça fait 31 ans là, l'entreprise. Non. Tu avais 31 ans. Ah oui, j'avais 31 ans, pardon. Non, je pense que tu connais ça y est, l'ancienneté de ta boîte. Ouais, 19 ans, c'est ça, exactement. Les informations sont bonnes. Et elle me dit, voilà, Pierre-Yves, il a les qualités d'un entrepreneur, que ce soit pour Nobilito donc, ou pour les bureaux du cœur. Il n'attend pas un feu vert, il n'attend pas une validation. Et quand il croit en son projet, il avance. Ouais, en fait, elle m'a connu, on était étudiants, et étudiants, j'avais créé une radio associative sur le campus. Buzz Radio au départ, c'est ça? Buzz Radio, qui a dû changer de nom, non? Ouais, c'est un peu changé de nom. Là, je pense qu'en plus, on était très innocents sur le mot buzz à l'époque, mais ça n'avait pas le caractère qu'on lui connaît maintenant. Bref, et toujours est-il que, oui, c'est, je pense, ma première vraie expérience d'entrepreneuriat. Ouais. Donc, il sait mettre en mouvement une énergie, toujours très positif et même joyeux. Elle me partageait d'ailleurs que ta maman t'appelle ma joie. Ah ouais, je savais bien qu'on allait parler de ma mère. C'est le risque de me mettre dans les mains de quelqu'un qui te connaît très très bien dans l'intimité. Voilà. Il sait s'entourer des bonnes personnes. Ça, j'ai pu le vérifier puisque je croise régulièrement l'équipe des bureaux du cœur et sa directrice et une partie de l'équipe, des personnes brillantes. Et puis, un entrepreneur, c'est vrai qu'il voit des choses sur lesquelles il pense pouvoir agir. Et il y a ce lien aussi peut-être avec le territoire, on va y revenir, mais il y a un Nantes bashing qui existe depuis des années. Oui. Et donc Gwen me disait que tu as aussi créé une association contre ce Nantes bashing pour montrer tout ce qui se passe de bien aussi sur cette ville à laquelle tu tiens, donc une association qui s'appelle J'aime Nantes. Oui, c'est parce que je m'emmerdais un peu. J'avais pas grand-chose à faire. Tiens, si je crée une nouvelle association, oui, au fait, on a comparé Nantes à Bogota à une certaine époque. Et là, ça revient un peu parce qu'on est en plein dans la campagne municipale. Oui. Et comme on a un journaliste très connu qui est un ancien Nantais et qui n'aime pas beaucoup la municipalité en place, il a notamment lui, pour ne pas le citer, c'est Pascal Praud, des réflexions régulières sur Nantes qui sont hors de propos, indépendamment de la question politique. Oui, on y reviendra, mais effectivement... sans être dans quelque chose de partisan, en tout cas pour objectiver une réalité effectivement qui peut être celle d'un territoire. En parlant de territoire, elle me dit ta passion aussi pour les montagnes. Il connaît tout des montagnes, il connaît toutes les montagnes, avec un livre préféré, et je trouvais ça très chouette, c'est pour ça que je voulais le mentionner ici, qui s'appelle Premier de cordée. Oui, donc c'est pas mal en lien avec ce podcast. C'est vrai que ce Premier de cordée, je pense que c'est le seul livre que j'ai lu. Non, je plaisante. En dehors d'Erlen Coben. Ça t'a bien inspiré, manifestement. Non, mais en tout cas, c'est le seul livre que j'ai lu plusieurs fois. Ok. Donc vraiment un entrepreneur au sens large. Et dans la première partie de ce podcast, on essaie de s'intéresser à pourquoi aussi les personnes peuvent s'engager comme tu le fais. Et donc Gwen me partageait peut-être aussi cette origine, une famille catholique bretonne pratiquante, avec un papa qui n'est plus, mais qui a été très impliqué dans la paroisse, mais plus largement dans la vie associative, dans la vie locale. Et qu'il y a peut-être une forme d'héritage, même si chez toi ça se fait en dehors du cadre religieux. Mais voilà, cette idée d'être au service de son prochain, d'être utile, la solidarité, l'entraide, est quelque chose qui... j'ai pas totalement lâché la religion. J'ai baptisé mes enfants. Après, je suis pas du tout pratiquant. Il y a un certain nombre de dogmes dans l'Église qui me saoulent un peu. Je comprends pas pourquoi le mariage des prêtres est pas possible. Je comprends pas pourquoi il y a pas de femmes prêtres. Bref, il y a 2-3 trucs qui m'échappent. Donc, c'est pas la bonne excuse pour pas pratiquer, mais enfin, c'est la mienne.
Mais c'est vrai que j'en garde quand même un héritage, un double héritage. En tout cas, c'est effectivement l'entrepreneuriat associatif de mon papa. Puis des valeurs humanistes, malgré tout, parce que c'est quand même là-dedans que j'ai baigné. Qu'est-ce qui fait, du coup, c'est ça qui fait que tu as cette idée, à un moment donné, des bureaux du cœur ? Alors, je me suis pas réveillé un matin en me disant « je suis pas assez bon catholique, il faut que je me trouve un truc ». Non, c'est pas complètement ça quand même. Mais non, l'histoire, tu la racontes bien. Enfin, c'est une histoire... C'est une histoire qui est liée à un contexte, ce qui se passe à Nantes, ce dîner, cette idée que j'avais comme... Pardon ? Je vais te laisser continuer, mais ce contexte, il y a plein de gens qui le vivent et qui n'ont pas ce déclic. C'est ça qui m'intéresse aussi. Ouais, en fait, il y avait ça, et puis il y avait cette femme qui est toujours d'ailleurs, qui dort toujours dehors, qui dormait au-dessus du parking dans lequel moi je garais ma bagnole. Et donc, avant ce dîner, je m'étais déjà fait la réflexion en sortant de mon parking dans ma belle bagnole de patron, et en la croisant elle dehors qui dormait, je me dis, c'est pas possible, tu peux pas être toi dans cette bagnole, et dehors il y a un truc qui est ridicule. D'autant plus que tu quittes tes bureaux que tu es en train de chauffer pour rien. Mais ça s'est à peu près arrêté là. Alors, ça m'a perturbé, mais bon, comme j'imagine, on est tous parfois perturbés par ce genre de truc. Et le passage à l'action, c'est réellement le retour de ce dîner. C'est qu'en fait, j'ai cette idée, je veux pas décevoir Gwen, par mon manque de courage en disant je veux pas accueillir à la maison, donc j'essaie de trouver autre chose. Ça te trottait déjà dans la tête ? Ouais, et là je m'engage, et c'est toujours ça, c'est qu'en fait l'engagement, c'est à partir du moment où on parle de son idée. Ouais. Parce que avoir des idées, c'est facile, mais moi je dis souvent, et même à mes clients, je dis communiquer, c'est s'engager, et donc je communique à Gwen mon idée, et quelque part, à partir de ce moment-là, c'est foutu, je peux pas la décevoir une deuxième fois en ne mettant pas en action cette idée, qu'elle trouve très bonne, au demeurant. Enfin, c'est ce qu'elle me renvoie dans la voiture. Elle me dit « Ah ok, au bureau, pourquoi pas ?» Enfin, voilà, et la discussion s'engage. Et puis après, il y aura un autre dîner, ou un deuxième dîner, un troisième dîner avec des copains, où là, je vais en parler et je vais vraiment sortir du bois. Et jusqu'au moment où, effectivement, au moment de la prise de mandat du CJD à Nantes, je présente l'idée là, devant 130, 140 personnes, qu'il y a un certain nombre qui me regardent avec des grands yeux. Qu'est-ce que ça vient foutre là ? Et puis, il y en a une quinzaine qui lèvent. Il faut vraiment qu'on fasse du social, alors qu'on est déjà en galère avec nos boîtes, ce qui s'entend aussi, d'une certaine manière. Et il y a quand même une quinzaine de mains qui se lèvent, dont celle de Louis, qui est l'actuel président de l'association, et qui décide que effectivement cette idée mérite d'être creusée. Et pendant un an, voilà, ce petit groupe de travail de 15 dirigeants, dont un notaire, un avocat, des gens qui ont en plus un point de vue éclairé sur les difficultés qu'on va rencontrer dans cette initiative. Et qui voient très concrètement à quoi ça... Et donc c'est assez intéressant, parce que c'est du conseil dont on a besoin pour monter, pour faire émerger cette idée. Et donc, pendant un an, on va cheminer jusqu'au moment où on va faire notre premier accueil, quasiment un an plus tard. Un an plus tard. Ce que j'ai trouvé excessivement long, et en même temps, avec le recul, c'était il y a maintenant 7 ans. Pas si long non plus. Non, pas si long et nécessaire. Absolument nécessaire. Oui, il ne faut pas se lancer comme ça. Ouais. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, il y a aussi cette idée que plus on partage une idée, plus c'est difficile de faire marche arrière. De reculer, ouais. C'est ça. Oui, plus on partage, plus on communique, plus on s'engage. Oui. Et donc, c'est un peu le rôle que j'ai encore dans l'association aujourd'hui, d'être le porte-parole et d'essayer d'essaimer en parlant, en le médiatisant, etc. Parfois, j'ai des réflexions de gens qui me disent « Ouais, c'est l'association des bureaux du cœur ou c'est l'association de Pierre-Yves ?» Oui, c'est réellement l'association des bureaux du cœur. Tu as beaucoup incarné, effectivement. Représenter, je sais, incarner de fait, mais la mission, c'est de la représentation. Mais c'est tout tellement... ça en plus en gérant, effectivement, tout ça en gérant une boîte. De 30 salariés, c'est ça 25, quoi. Okay. Mais c'est tellement nécessaire. C'est tellement nécessaire d'en parler, de faire le tour, etc. Et ça prend du temps, ça prend de l'énergie, et c'est vraiment au service des bureaux du cœur, pour le coup. Est-ce qu'on peut, du coup, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui auraient la possibilité de lancer leur entreprise dans l'aventure, résumer peut-être un peu de comment ça fonctionne ? Ça fonctionne de manière très simple. Je dis souvent, ça fonctionne bien. Parce que c'est simple. Ouais. Et c'est simple parce qu'en fait, il suffit d'imaginer qu'on va filer les clés à quelqu'un qui dort dehors, qui va venir chez vous, dans vos bureaux, donc,
à partir de 18h, 18h30, suivant l'heure à laquelle vous l'autorisez à arriver, et qui va passer la nuit et les week-ends. Les week-ends, il pourra y passer toute la journée. Et on aime bien qu'il y ait des petites zones de frottement entre les collaborateurs qui arrivent et qui partent, et puis donc cet invité, qui est la personne qui vient dormir, et qui arrive et qui part. Qu'il y ait des rencontres. Et qu'il y ait des rencontres. Ouais. Parce que c'est ces rencontres aussi qui font grandir l'invité. On l'appelle invité parce qu'il n'y a pas de contrepartie. C'est le nom du bénéficiaire des bureaux du cœur. Ouais. Voilà. Il n'y a pas de contrepartie. Enfin, je ne sais pas comment tu fais chez toi, Nicolas, mais j'imagine que quand tu invites des potes à dîner, ils ne font pas les carreaux et la vaisselle. Donc, chez moi non plus. Et donc, pareil, les invités, ils viennent juste s'occuper d'eux et prendre soin d'eux au chaud dans les bureaux. Donc, ils sont invités. Et donc, les invités, ils viennent dans un espace qui leur est réservé, dans lequel il y a un coin qui peut être un canapé qui est dans une salle de réunion, qui peut être un lit escamotable, qui peut être... Bref, souvent, c'est des mètres carrés qui sont reconfigurés entre la nuit et le jour, parce que ça reste des outils de travail, ces bureaux. Donc, on n'installe pas une chambre. Voilà. Ça veut dire quand même qu'il y a des gens qui doivent s'en occuper, du coup, parmi les salariés? Oui, c'est bien qu'il y ait une personne qui soit... Possible, quand on dit s'en occuper, elle ne vient pas faire le lit. Non, s'en occuper, c'est s'occuper de la relation avec l'invité. Encore une fois, c'est une histoire de relation. C'est ça qui est d'ailleurs difficile dans les bureaux du cœur, c'est d'installer la relation. C'est de croire qu'il est possible d'accueillir quelqu'un qui vient de la rue, bien souvent, qui arrive donc avec tous les stéréotypes que l'on peut avoir sur les personnes qui viennent de la rue. Et stéréotypes auxquels moi-même, je n'ai pas échappé. C'est une des raisons pour lesquelles je ne voulais pas accueillir chez moi. Il faut quand même le redire. Et puis, stéréotypes auxquels nous, quand on a monté l'association, pourquoi ça a duré 1 an? Parce qu'il a fallu un temps non négligeable pour que nous-mêmes, on dépasse ces stéréotypes. Oui. En travaillant avec des associations, beaucoup, c'est ça aussi. Oui, absolument. Il y a quand même des intermédiaires, en tout cas. Oui, il y a toujours une association qui vient nous présenter la personne qui vient dormir dans nos locaux et qui s'assure que cette personne a un projet social qui est encadré, qui a pour objectif de l'emmener vers l'emploi et vers le logement durable. Et donc, s'il n'y a pas ce projet-là, on ne peut pas accueillir au bureau du cœur, parce que ce qu'on garantit aux personnes qui accueillent, aux dirigeants d'entreprise, mais aussi aux salariés des entreprises qui accueillent, c'est que la personne, elle ne va pas s'installer, comme on dit chez nous en Bretagne, comme le bernic sur son rocher. Donc, voilà, l'idée, c'est que la personne, elle est là pour une durée de 6 mois maximum, 4 mois et demi en moyenne. Okay. Et elle s'installe malgré tout. On lui offre généralement, permet d'avoir une armoire qui ferme à clé pour laisser ses affaires, etc. Mais voilà, c'est à peu près la seule installation encombrante, entre guillemets, qu'on peut retrouver au bureau du cœur. Le reste, c'est que du reconfigurable. Mais d'ailleurs, ce passage de hébergement, quelque part, la nuit à bureau dans lequel on travaille, du coup, quand même, qui gère ça? C'est-à-dire que la personne, elle défait... elle défait. Elle est chargée, elle défait son lit, elle refait son lit le soir. Parfois, il y a des entreprises où c'est vraiment plus grand et elle peut laisser son lit parce que c'est une pièce qui ne sert pas, etc. Donc, il y a plein de configurations possibles, autant qu'il y a d'entreprises. Les points communs, c'est effectivement un espace pour pouvoir dormir, une armoire qui ferme à clé, l'accès aux toilettes, évidemment, et des must-have, qui sont devenus quasiment des incontournables, une douche, et puis de quoi faire réchauffer un plat pour pouvoir manger, quoi. Qui sont ces entreprises? Parce que moi, au départ, quand on s'est connus, je me disais ça allait sûrement, sans doute, des PME. Ouais. D'ailleurs, ça part un peu de là. Ouais, ça part de là. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a même des grands groupes. Moi, ce qui me paraissait impossible, vu les images qu'on peut avoir de la sécurité dans des grands sièges et tout ça. Tout à fait. C'est vrai que dans les grandes entreprises, il y a des grandes entreprises aujourd'hui, y compris des entreprises du CAC 40, qui accueillent. Ouais, c'est incroyable. Et c'est effectivement incroyable. Nous-mêmes, on y croyait peu. Ouais. Et les toutes premières expériences qu'on a eues avec les grands groupes, il y avait toujours un type qui, à un moment donné, dans une réunion, où on présentait les bureaux du cœur, disait « sécurité ». Bon, ça s'arrêtait. Sécurité, voilà, c'est le mot magique pour tout arrêter, c'était sécurité. Bon, sachant que le type, c'était pas chez lui, donc il n'était pas obligé de le dire. Enfin bon, bref, mais il le disait quand même. Et donc, ce type, finalement, il existe toujours dans les grands groupes, mais comme il y a des volontés politiques qui sont plus grandes, comme on a fait la preuve aussi que il ne se passait pas grand-chose à part quelqu'un qui venait dormir, c'est-à-dire rien. Du coup, tout ça s'est un peu atténué. Donc, on a fait la preuve. Donc, c'est vrai que c'est venu plutôt dans un second temps. Mais aujourd'hui, il y a vraiment tout type d'entreprise et dans tout lieu.
dans des centres-villes, dans du périurbain, dans du rural, des grosses boîtes, des petites boîtes, des boîtes de services, des boîtes tertiaires, enfin tertiaires, c'est la même chose, mais des boîtes industrielles qui ont aussi des locaux. Bref, donc on retrouve tout type d'entreprise et ça, c'est assez satisfaisant, même des banques. On avait dit à un moment donné, il y aura toujours deux accueillants qui n'accueilleront jamais, enfin deux types d'entreprises qui n'accueilleront jamais, des non-accueillants absolus. On s'était dit que les banques et les centrales nucléaires n'accueilleraient jamais. Bon, les centrales nucléaires, je pense qu'elles n'accueilleront vraiment jamais. Mais les banques accueillent. Alors, pas dans les agences bancaires où il y a de l'argent, parce que là, le type qui dit sécurité, on aura du mal à lui donner tort. Mais dans des sièges, dans des lieux de formation, des choses comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise veut s'inscrire dans cette démarche ? Alors, ce qui est génial, c'est que justement, ça montre que tout le monde peut agir sur ces sujets-là, parce qu'on a toujours souvent tendance à considérer que tout ce qui relève du social, de la solidarité, c'est l'État, c'est les associations. Et il y a beaucoup d'associations qui font des choses extraordinaires sur cet accueil de personnes SDF. Mais ça montre aussi que finalement, chacun peut, et y compris les entreprises, jouer un rôle. Pas en remplaçant ce qui se fait déjà, mais en plus, parce qu'on voit effectivement qu'avec tout ce qui est fait et les budgets importants qui sont mis au service de cette cause et toutes les énergies qui sont déployées, il reste quand même une misère qui est importante. Ah ben, il reste 330 000 personnes qui sont aujourd'hui sans domicile fixe et on estime à peu près 140 000 personnes sans solution de logement. C'est énorme. Donc c'est absolument gigantesque. Donc il faut que tout le monde s'y mette quelque part. Oui, on aimerait bien que tout le monde s'y mette, bien entendu, parce que... Et y compris les entreprises. Oui, parce que... Et parce que c'est bon pour elles. Et pourquoi ? C'est parce que c'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que, c'est facile, l'entreprise va rendre un service gratuit, certes, ce qui n'est pas toujours dans les habitudes des entreprises, mais enfin, peu importe. Elles naissent pas pour ça, en général. Non, elles naissent pas pour ça. Pas que, en tout cas. Pas que. Et donc, elles vont rendre un service immédiat avec un impact immédiat qui est de sortir quelqu'un de la rue et de lui offrir un accueil pendant plusieurs mois, ce qui permet à cette personne vraiment de rebondir et de se construire. Donc ça, on a mesuré l'impact là-dessus, il est absolument énorme, puisque, et je vais répondre précisément à ta question après, mais juste sur l'impact sur les personnes qui viennent dormir au Bureau du Cœur, 80% d'entre elles trouvent un logement pérenne à la sortie des Bureaux du Cœur, et 92% sortent des Bureaux du Cœur avec une solution de logement et d'hébergement. Ouais, c'est énorme. Donc l'impact au logement, il est réel. Et ceux qui arrivent, évidemment, sont à zéro. Alors, n'en ont pas. On passe de 0 à 92%. Et pareil sur l'emploi. Parce qu'on ne peut pas garder un emploi, trouver et garder un emploi si on ne sait pas où est-ce qu'on va dormir le soir. C'est clair. Voilà. Donc ça a aussi un impact très positif sur l'emploi. Généralement, les gens qui arrivent, une personne sur deux qui arrive au Bureau du Cœur a un emploi, et 80% en ressortent avec un emploi. Donc il y a aussi un impact très positif pour les invités. Mais ce qui est dingue, ça a été plus compliqué à mesurer, c'est que ça a un impact positif sur les boîtes. On est quand même aujourd'hui, et nous, dirigeants d'entreprises, on le voit tous les jours, et particulièrement depuis le Covid, dans un monde du travail qui change profondément. Ouais. Le télétravail, le freelancing, ça laisse des traces, ça change les habitudes de travail, et ça n'est pas du tout au service de la solidarité et du collectif dans l'entreprise. Non. C'est synonyme d'un individualisme plus important. Exactement, exactement. Et donc, ce que ça change, les Bureaux du Cœur, et ça, on a fait une étude IFOP très récemment qui le montre très bien, c'est que quand une entreprise est engagée, le sentiment de solidarité des équipes est 2 fois plus élevé. Entre elles ? Entre elles. Okay. À l'intérieur de l'entreprise. Les collaborateurs d'une entreprise engagée se sentent 2 fois plus solidaires que des entreprises qui ne l'est pas. Et quand il s'agit de situations difficiles, c'est jusqu'à 7 fois et demi plus. D'accord. Ils vont être plus en soutien de leurs collègues. Exactement. Et de l'entreprise. Et de l'entreprise. Donc, assez naturellement, on se dit que de mettre de la fragilité dans l'entreprise, d'aller mettre quelqu'un qui est un peu dans la merde, pardonnez-moi l'expression, pardonnez pour les oreilles chastes de tes auditeurs, mais pour cette personne qui est un peu dans la merde, de la mettre au sein de l'entreprise, on va resserrer les liens dans l'entreprise. C'est fou. Et ça, c'est statistiquement prouvé maintenant.
C'était une intuition qu'on a eue un peu après dans la vie de l'association. C'est pas ce qui a, c'est pas ce qui a motivé. On s'est pas dit tiens, on va resserrer les liens dans son bureau du cœur. Non, c'est pas vrai. Par contre, parce que nous-mêmes on a accueilli, parce qu'on a constaté des choses, on s'est dit mais il y a des trucs quand même. Enfin moi dans ma boîte, j'ai constaté que par exemple à la sortie d'un invité qui récupérait un logement dans lequel il allait pouvoir accueillir ses gamins, mais un logement vide. Donc c'est formidable, parce qu'à la fois il va avoir un vrai logement pérenne, il va pouvoir récupérer ses gamins qu'il n'avait pas vus depuis longtemps, retisser du lien, donc l'aventure extraordinaire, mais il n'a pas les bonnes conditions pour le faire. Mes collaboratrices, mes collaborateurs, sans que je demande rien, sans que je l'initie, ont organisé une collecte, meubles, jouets, couverts, tout un tas de trucs, tout ce qu'il faut pour pouvoir s'installer et accueillir des gamins chez soi. Tout le monde est allé voir dans son grenier et tout le monde a apporté un truc. Et ils ont loué une camionnette et ils ont été déposer ça chez notre ancien invité, du coup. Bon, ok, super. Preuve que la solidarité marche. Alors là, c'est une solidarité encore vers l'invité, mais évidemment que ça resserre la solidarité aussi à l'intérieur de l'entreprise. Entre eux, quand on a fait ça pour un invité, on ne peut pas laisser tomber son copain qui est dans la merde parce qu'il a un dossier à finir, parce que... bref, on recrée de la solidarité. Oui. C'est ça qui est hyper important. Est-ce que justement cette solidarité, donc il y a cette pièce, ces locaux qui sont mis à disposition de cette personne en difficulté, et est-ce que souvent ça va au-delà avec justement des salariés qui vont donner un coup de main pour, je sais pas, refaire un CV Je ne vais pas te dire non, parce que je viens de te donner l'exemple que absolument oui. Oui, effectivement, la solidarité va bien au-delà de simplement assister au fait que l'entreprise accueille. C'est pour ça qu'on veut qu'il y ait du frottement, parce qu'on veut effectivement que cette solidarité d'humain à humain, sans pognon, sans intermédiation financière, se fasse. C'est ça qu'on veut, et ça se fait. Et c'est le café qu'on offre le matin, le sourire qui va avec, c'est effectivement le coup de main pour refaire un CV, c'est le coup de fil que je vais passer à un copain parce que je sais qu'il recrute que machin. Et c'est ça qui se met en œuvre. C'est un réseau qui se met aussi quelque part au service de la personne. Et c'est magique parce qu'on fait se frotter des univers qui ne se côtoient pas bien, c'est-à-dire l'univers des insérés, dont toi, moi, éventuellement tes auditeurs font partie, et celui des non-insérés qui dort dans la rue. Et moi, je parle pas, et aujourd'hui, c'est encore un truc que je n'ai pas, j'ai pas ce réflexe-là, je parle peu avec des gens qui sont dans la rue. C'est pas facile, et on sait pas toujours comment s'y prendre. C'est pas facile de donner un coup de main comme ça à quelqu'un qui est là devant vous. C'est sûr. Par contre, un invité qui est dans l'entreprise, qu'on côtoie au quotidien, c'est plus facile de lui faire parler de son histoire, c'est plus facile de l'aider. Parfois, on peut pas, mais en tout cas, on peut parler de l'histoire de la personne beaucoup plus facilement parce qu'on se connaît, on se côtoie. Ça crée un lien, et d'ailleurs, Gwen, elle me disait un truc que je trouvais joli. Elle me disait, ça rend 3 fois plus que ce qu'on donne, cet engagement. On apprend de l'autre, ça empêche d'avoir peur de l'autre. Donc il y a effectivement cette rencontre avec des gens vers qui on n'irait pas forcément, même s'il y a plein de façons aussi. Il y a plein d'associations qui organisent des maraudes aussi pour permettre à des gens d'aller aider des personnes dans la rue. Ça, il faut en parler aussi. Mais c'est vrai que finalement, les occasions de rencontrer des gens très différents et de rencontrer effectivement pour des personnes insérées des personnes qui ne le sont pas, elles sont assez rares, quoi. Et ce que tu disais tout à l'heure, finalement, ça enrichit aussi beaucoup, à titre personnel, la personne qui, justement, tend la main aussi, vient aider. Exactement, c'est-à-dire qu'au fond, faire des maraudes, d'abord, je ne m'apprête pas à critiquer les gens qui font des maraudes, que ce soit clair. Mais l'impact pour les gens qui font des maraudes est extraordinaire. Ça, évidemment, tout le monde le devine bien. Mais on n'est quand même pas très nombreux. Les personnes qui font... Parce que j'en fais pas. Donc, les personnes qui font des maraudes ne sont pas très nombreuses. Pas suffisamment, de toute évidence. Donc, ce qui est intéressant quand on vient mettre de la fragilité dans l'entreprise, c'est qu'on touche beaucoup plus de personnes d'un coup. C'est sûr. Beaucoup plus d'insérés. Et on sensibilise beaucoup plus à la question de la précarité. Et c'est pareil, c'est ce que montrent aussi nos mesures d'impact. C'est qu'effectivement, quand on met de la fragilité dans l'entreprise, on sensibilise de manière beaucoup plus large, de manière quasi systémique, c'est ce qu'on commence à mesurer maintenant, sur la question de la précarité auprès des collaboratrices et des collaborateurs de l'entreprise qui sont relativement nombreux. Et c'est un cadre peut-être plus rassurant aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, partir en maraude, ça demande effectivement un engagement et de se mettre
c'est pas un énorme danger, mais de se mettre un peu en danger, ou en tout cas de faire un pas de côté. Ça demande un peu de courage que moi j'ai pas, donc voilà, donc on peut en parler facilement. Ce courage. Et effectivement, là, par contre, t'es dans ton entreprise et c'est effectivement finalement la personne en difficulté qui vient vers toi dans un cadre qui est pour toi connu. Donc, c'est sans doute plus facile, effectivement, d'agir dans ce cadre-là. Exactement. C'est combien d'entreprises aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est 400 entreprises en France. Ouais. En France et un petit peu à l'international. On a une présence à Lisbonne, à Barcelone, à Bruxelles. C'est incroyable. Voilà. Donc on commence à écrémer aussi un peu autour de chez nous. Dans les problèmes, il y a eu quand même quelques difficultés qu'il a fallu lever. Ouais. La question de l'assurance, je trouve ça intéressant, par exemple, de montrer justement que vous avez traité tous les problèmes qui pouvaient... l'assurance, l'assurance, finalement, ça s'est levé un peu plus facilement que ce que je pensais. Non, mais parce qu'en fait... Et parce qu'il faut quand même être assuré pour accueillir... Oui, c'est mieux d'être assuré. Aujourd'hui, on a des... C'est pas l'activité. Non, mais aujourd'hui, on a une vraie couverture assurance. Chaque invité est assuré. Enfin, donc là, aujourd'hui, mais on demande aux entreprises effectivement de prendre une clause spécifique. Et on a un premier assureur qui nous a suivis assez tôt. Il faut le saluer, c'est AXA. Je peux pas, c'est pas pour faire de la pub, c'est juste parce qu'ils l'ont fait. Ouais, ils l'ont fait et c'est méritant. Et AXA nous a suivis assez tôt. Là où beaucoup ont dit non, j'imagine. Ouais, là où beaucoup ont dit non. Mais assez tôt, et parce que je me souviens du moment du point de bascule. C'était une visio, parce qu'on était encore dans un confinement. Et donc on fait une visio avec un ponte de chez AXA, entreprise. Et donc on commence à expliquer notre truc de Baba Cool. Et donc le type nous regardait avec des yeux d'assureur. Sympathique, mais bon, il y avait quand même un certain amusement. Je dis pas ça pour lui manquer de respect, parce qu'à la fin, il a dit oui. Donc mais c'était quand même un peu ça que j'ai ressenti, moi, au démarrage de notre échange. Et à un moment donné, je lui ai dit ce qui est vrai, et ce que je ressens encore aujourd'hui en accueillant au Bureau du Cœur dans mon entreprise. Je lui ai dit, vous savez, je dors beaucoup mieux depuis que je sais qu'il y a quelqu'un qui dort dans mes bureaux. Et là, le type, il fait ouais, en plus, ça va être bon pour la RSE. Ouais, ça va être bon pour la RSE d'AXA, c'est vrai. Mais c'est aussi pas mauvais pour l'assureur, parce que quand il y a quelqu'un qui décide d'aller visiter l'entreprise, qui commence à trifouiller la serrure alors qu'il n'a pas la clé, généralement, le type qui dort derrière de l'autre côté de la porte, il commence à allumer la lumière, faire du bruit, et ça crée une force de dissuasion. C'est une protection. Exactement. Alors, c'est pas le rôle du tout de l'invité. Il est invité, il n'est pas vigile, que ce soit clair. Il n'y a pas de contrepartie. Non. Pas effectivement c'est pas le sujet. Mais enfin, évidemment que quand il y a quelqu'un qui dort dans l'entreprise et que la lumière s'allume, c'est pas la même chose. Voilà. Donc, il y a effectivement un bénéfice aussi pour l'assureur. On évoquait les insérés et les personnes qui ne le sont pas, et une forme d'individualisme aussi, on l'évoquait tout à l'heure, qui est malheureusement présente aujourd'hui beaucoup dans notre société. Comment on fait pour que les gens aient envie de s'engager au sein des bureaux du cœur, ou au-delà dans notre société ? Parce qu'il y a on parlait des maraudes, mais il y a beaucoup d'associations qui ont besoin de donateurs, de bénévoles, de personnes qui viennent s'engager pour plus de solidarité, de respect de l'humain, de son environnement. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on part parfois un peu dans une direction inverse. Alors qu'effectivement, en plus, tu le dis, chacun y trouve aussi son intérêt à aider, à être dans la solidarité, ça fait du bien. Il y a plein d'aspects positifs à ça. Pourquoi c'est si difficile aujourd'hui ? Et puis surtout, comment les gens peuvent aider les bureaux du cœur, mais de façon générale, qu'est-ce qu'il faut dans notre société, selon toi, pour qu'on aille plutôt dans cette direction-là ? Alors, je ne suis pas philosophe, ni forcément un grand observateur de notre société, mais je suis, en tant que dirigeant, quand même confronté à une succession de crises fortes, ultra rapprochées, depuis quelques années. Là, on démarre la guerre au Moyen-Orient. Ça enchaîne. Ouais. On enchaîne beaucoup. Donc, forcément, je pense que ça crée chez beaucoup de gens, sans doute chez moi aussi inconsciemment, une forme de repli. Et ça peut peut-être expliquer le fait que l'individualisation se porte. Ça se lit un peu dans les urnes aussi, avec la montée du populisme, mais pas qu'en France, évidemment, comme on le voit aux États-Unis, dans d'autres pays d'Europe, etc. Donc, voilà, sur l'analyse sociologique, je m'arrêterai là parce que je ne suis pas forcément capable d'en dire plus. Par contre, ce que je peux constater, c'est que, je vais me répéter un peu, mais c'est que notre expérience des bureaux du cœur montre que quand on s'ouvre à l'autre, quand effectivement on bat en brèche des stéréotypes, qu'on remet la fragilité en contact
avec le collectif, on renforce le collectif. Et donc, j'ai pas de recette magique, mais ce que je peux dire, c'est que quand on fait les bureaux du cœur, on recrée du collectif. Ça, on le constate, et c'est statistique, encore une fois. Enfin, au-delà de la statistique, moi, je l'ai constaté. Tu le vois. J'ai raconté un certain nombre d'anecdotes déjà. Mais effectivement, je ne suis pas le seul à le vivre dans d'autres boîtes, etc. On le voit. Donc, je pense que la meilleure recette aujourd'hui pour lutter contre cette montée de l'individualisme et puis pour recréer de la solidarité dans nos sociétés, c'est encore d'ouvrir nos portes et d'aller au-devant de ces personnes fragiles. Voilà, je suis dans l'IACA Faucon, c'est terrible parce que mais il n'y a pas d'autre moyen de le faire. Mais c'est pas si difficile non plus. Enfin, non, c'est pas difficile. C'est pas si difficile. Enfin, je sais pas si c'est si facile. On a mis un an, donc faut qu'on soit humble. Enfin, moi, je cherche à être humble. Créer quelque chose qui n'existait pas. Ouais, mais en fait, quand je dis un an, on a mis un an à vraiment ouvrir la porte parce qu'il y a un moment donné, on était prêts. Il s'est passé 6 mois avant qu'on soit prêts, et après, pendant 6 mois, on repoussait un peu le truc. Il y a un Thierry Pastou dans une association qui est une association partenaire des Bureaux du Cœur qui l'a compris. Il nous a dit, les gars, vous tournez en rond, là, c'est le moment d'ouvrir la porte. Venez déjeuner dans un des foyers de l'association pour que vous compreniez qui sont les personnes que vous pourriez accueillir dans vos boîtes demain. Oui. Et cette rencontre a été déterminante. Donc il faut se frotter, et c'est ça qui n'est pas simple. Et donc je reconnais que ce n'est pas simple. Mais les Bureaux du Cœur encadrent, donnent de la facilité et ouvrent auprès de beaucoup de gens sur cette question de la fragilité. Et c'est ça peut-être qui est intéressant dans notre initiative notamment. Vous avez besoin de quoi aujourd'hui? D'entreprises qui vous rejoignent? Ouais, c'est essentiellement de ça dont on a besoin. Du financement, j'imagine aussi. Oui, du financement, des sous, ok, mais l'initiative se financera plus facilement et encore plus facilement s'il y a des entreprises si on passe de 400 à 800, à 1000, 2000, 3000. Et je sais que c'est possible. Et ça continue à accélérer, là? Oui, ça continue. Comment une entreprise fait, justement, pour rejoindre les Bureaux du Cœur? Bureauducoeur.org, on laisse ses coordonnées et après, il y a un processus. On vient visiter l'entreprise pour s'assurer que les conditions de dignité sont réunies. Ça dure combien de temps, en général, entre l'idée d'accueillir et... Quelques semaines. Quelques semaines. Enfin, 2 mois. Ouais. Bon, il faut quoi, si on résume? Il faut une pièce, on le disait tout à l'heure. Une pièce qui peut être une salle de réunion le jour et qui devient une chambre, entre guillemets, la nuit. Donc un canapé-lit, un lit escamotable, un truc qui se reconfigure, l'accès aux toilettes, une armoire qui ferme à clé, une douche, ça serait quand même vraiment bien. Et c'est tout. Et un grand sourire. Oui, c'est important. Notre épisode va bientôt toucher à sa fin. On se quitte en général par 2 petites questions. La première, alors ce podcast s'appelle « Héros du quotidien ». Est-ce que tu fais quelque chose qu'un héros du quotidien ne devrait pas faire? Alors, je mets pas de slip par-dessus mon pantalon. Ouais, je circule à vélo à Nantes. Et je suis un très mauvais cycliste. Je grille les feux rouges, j'insulte un peu les gens. Non, je suis un vélo. À vélo, je suis terrible. Je pense que je suis vraiment le sale type à vélo. Une forme d'impatience peut-être derrière ça, Ouais, bien sûr. Je pense que c'est de l'impatience. Ce qui fait aussi que tu as créé aussi les choses que tu as créées, cette impatience. Je sais pas si c'est lié. Oui, mais... Alors, si tous les types qui sont désagréables à vélo, ça serait super, mais je suis pas sûr qu'il y ait un lien de cause à effet immédiat. On est d'accord. Et des héros ou héroïnes du quotidien que tu nous recommanderais pour les inviter à ce micro? Ouais, je pense à une Nantaise qui s'appelle Eva Ménard, qui est une copine, qui est une chanteuse, artiste, et qui aujourd'hui partage au travers de son art un problème qu'elle a, qui est pour sensibiliser tout le monde. Et voilà, j'ai oublié le problème. L'épilepsie, voilà. Elle est épileptique. Et donc, elle a fait une très belle chanson qui s'appelle Orage, qui traite de ce problème-là, avec un super clip qui est réalisé par son amoureux. Donc voilà, Eva, une très belle personne. Écoute, on l'invitera avec grand plaisir. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on se quitte? Est-ce qu'on a oublié quelque chose d'important par rapport au Bureau du Cœur, ou quelque chose sur lequel tu voudrais insister aussi pour conclure cet épisode? Je crois que le seul truc que je voudrais que les gens retiennent, c'est simple, chic, pas cher, et ça peut rapporter gros. C'est un peu comme le loto, hein, mais en beaucoup plus sûr.
Et non, mais ce que je veux vraiment qu'on retienne, c'est la simplicité de mise en œuvre du dispositif, et c'est ce qui fait que ça marche. Que ça marche et qu'on peut demain être très nombreux à accueillir. Merci beaucoup Pierre-Yves. Merci Nicolas. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un nouvel épisode de Héros du quotidien. Vous pouvez me suivre notamment sur LinkedIn où je partage quasiment tous les jours un portrait de héros et héroïnes du quotidien. Vous tapez Nicolas Froissart et vous trouverez facilement toutes les informations. Et je remercie évidemment la super équipe bénévole sans qui ce podcast n'existerait pas. Et notamment Bérangère du Cimetière, Enora Leroy pour le montage et Rémi Prével, WRP Productions pour la mise à disposition de ce magnifique studio. Merci encore d'avoir été avec nous ce matin. Je t'en prie, à bientôt. À bientôt. Merci à tous.